La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'Une page d'histoire. Aujourd'hui, je reçois M. François Gamache qui vient nous parler du patrimoine funéraire. Bonjour, M. Gamache. Bonjour. Quelles sont les origines des rites funéraires que nous connaissons aujourd'hui? Alors, si on s'en tient à ce qu'on connaît depuis une cinquantaine d'années, que la personne décédée est préparée, puis est embaumée, puis est exposée, comme on dit dans le jargon, et puis que c'est des funérailles par la suite. Ça remonte quand même assez loin. Ce serait difficile de le cibler exactement. Mais au niveau de que le corps soit embaumé, si on veut, alors là, on parle du début du siècle environ, où il y a eu les premiers essais un peu là, pour l'embaumement, comme on l'a fait aujourd'hui. Parce que vous savez qu'au niveau des Égyptiens, tout ça, l'embaumement, ça a pris différentes formes. Mais dans la façon qu'on la connaît aujourd'hui, on se situe ça à peu près au début du siècle. Oui. Comment se déroulait le processus à partir de la prise de possession du corps par les premiers directeurs de funérailles? Oui. Alors, c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui. Hein. Les gens nous appellent, mon père, ma mère est décédée, selon l'endroit où c'est situé, puis tout ça. À l'époque, ce qui était différent d'aujourd'hui, c'est que les personnes n'étaient pas amenées dans nos établissements, dans notre salon funéraire ou tout ça. La personne était préparée chez elle, était embaumée chez elle. Alors, c'est le directeur de funérailles qui se déplaçait avec tous ses équipements, qu'on parle là, de systèmes, là, justement, pour embaumer, puis tout ça. Alors, il se déplaçait à la maison de la personne, et la personne était embaumée dans sa chambre à coucher. Et puis, par la suite, quand la préparation était complétée, là, il était placé dans son salon, dans le salon familial. Alors, au début du siècle, la personne n'était pas placée dans un cercueil pendant les journées d'exposition. Et vous savez, il y avait 2-3 jours là, d'exposition. Ouais. Alors, la personne n'était pas placée dans son cercueil, mais, comme il disait, sur les planches. Alors, c'était une table recouverte là, avec une housse, puis tout ça, puis un coussin, un oreiller. Alors, la personne était déposée dans le cercueil seulement qu'avant de partir pour l'Église, pour les funérailles. Alors, c'est un petit peu les différences avec aujourd'hui. Oui, souvent, c'était quand on a le temps de préparer le corps avant que les directeurs de funérailles arrivent, c'était quelqu'un de la famille ou un ami proche qui faisait les soins du corps, on peut dire, là, qui souvent, avant que l'embaumement soit mis en place, parce qu'on dit que ça date du début du siècle, mais c'est pas partout dans toutes les régions, tu sais, ça fait qu'il y a des régions où ça a été plus tard. Alors, souvent, les gens, ils faisaient, comme tu dis, la préparation de la famille même, faisaient la préparation du défunt, lavait, l'habillait, puis tout ça. Alors, c'était avant l'embaumement. Du moment que l'embaumement est arrivé, bien là, progressivement, l'entrepreneur de pompe funèbre, comme on l'appelait, a pris toutes ces responsabilités-là là, de préparation. C'est ça. Ouais. Fait qu'en fin de compte, le directeur funéraire fournissait tout pour la maison. Là, il emmenait le décor. Le décor, c'est ça, une tribune pour placer le corps. Puis il disait des décorations. À l'époque, les gens ne voyaient pas de fleurs. Fait que l'entrepreneur fournissait des palmiers et des fleurs pour décorer, mettre un petit peu de décor. Là, hein, puis il y avait une draperie. Tout ça, il pouvait arriver avec 4-5 grosses valises là, avec du stock pliable là, pour créer un décor, un peu comme on ici, là, pour mettre dans le salon là, de la personne même. On parlait d'embaumement tantôt. Est-ce qu'il y a eu il y a sûrement eu des modifications sur les principes d'embaumement par rapport au début du siècle puisqu'il y a aujourd'hui? Là? Je dirais que le principe est resté le même. C'est d'injecter un sérum dans le système circulatoire, de repartir la circulation. C'est un peu ça l'embaumement qu'il appelle artériel. Alors, c'est celle-là qui date du début du siècle environ. Alors, ça s'est modifié, oui, ça s'est amélioré aussi, parce qu'on pense qu'à l'époque, ça fonctionnait, il n'y avait pas d'électricité, donc c'était par gravité, puis tout ça. Alors, comme
les sérums. Mais aujourd'hui, bien, avec l'électricité, tout ça, il y a des pompes là, qui agissent là, pour nous autres. Ça se fait presque tout seul. Ça se fait presque tout aujourd'hui, oui. Oui. Et puis, les techniques se sont améliorées, mais l'essence même, le principe, là, on peut dire qu'il n'est pas neuf. Ça a été découvert vraiment. Là. Avec ce qui injecte aujourd'hui, est-ce qu'une fois que le corps est... s'il n'y a pas eu d'incinération, là, si le corps est enterré, est-ce qu'il va se décomposer plus vite que peut-être qu'il y avait au début du siècle quelque chose, qu'il y a des éléments chimiques qui font que le corps... Je dirais que les produits ont été développés à ce moment-là aussi. C'est sensiblement les mêmes produits, à base de formaldéhyde puis tout ça. Puis le principe de ce produit-là, c'est de déshydrater les tissus. C'est ça qui permet de conserver le corps, c'est de déshydrater tranquillement les tissus. Ça fait que la réaction qui pouvait se créer à ce moment-là pouvait être peut-être moins... l'embaumement était moins complet parce que, comme je vous disais, l'effet de gravité versus aujourd'hui des pompes électriques. Alors, le résultat était peut-être moins bon, donc il y avait peut-être une place encore pour de la décomposition. Il y avait une préservation, mais plus partielle. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une préservation très, très répandue, très complète. Là. Hein, ça fait que pour répondre à votre question, je dirais que oui, les personnes normalement mises en terre aujourd'hui se conservent, je dirais, plus longtemps qu'à l'époque. Et puis, c'est toujours ce principe de déshydratation. Souvent, la personne nous demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, à partir du moment que l'embaumement est pratiqué puis qu'elle est fait d'une façon globale, là, bien faite, alors on peut dire qu'il y a un très long délai. Hein. La personne, ce qui se passe, c'est qu'elle se momifie d'elle-même tranquillement, en se déshydratant puis tout ça. C'est un peu un peu le principe, on parlait des Égyptiens tantôt. Là. Oui. On retrouve encore aujourd'hui des momies, là, des pharaons. Là. Oui. Ça fait qu'il y avait un bon système, eux autres, là, pour déshydrater pour l'époque. Là, on recule, là, oui. C'est incroyable de penser qu'il y a des centaines et des centaines d'années, des milliers d'années. Oui. Pour rester encore un peu dans le même domaine, quand la personne est mise en terre, parce qu'à un moment donné, on voit quand il y a des exhumations, des fois le corps est bien conservé parce qu'il était dans l'eau. En fin de compte, c'est ça qui empêche un peu la déshydratation du corps, peut-être? Oui, peut-être l'effet d'avoir l'eau, ça vient contrer le produit, si on veut, mais bonhomme allant, ça... Parce qu'il y a eu des exhumations, à un moment donné, dans le cimetière Saint-Maurice, dans le vieux cimetière, pour monter dans le nouveau. Oui. Puis il y avait des gens, à un moment donné, qui étaient morts depuis peut-être beaucoup d'années. Puis la personne était bien conservée, était intacte. Oui. Sauf peut-être quand ils ont sorti, Oui. souvent, mais tu sais, l'effet de l'humidité, ça joue un facteur, c'est définitif, tu sais. Mais je me dis, en bout de ligne, l'important, c'est que la personne soit bien pour la présentation à la famille. C'est sûr que c'est pas un exercice qui est à long terme, mais c'est plus pour redonner, enlever les traits de la maladie ou de la souffrance à la personne, puis lui redonner un aspect de sérénité et tout ça. C'est vraiment l'objectif. La conservation, oui, mais le côté... esthétique, puis tout ça, c'est grandement important. Bon, des exhumations, il n'y en a pas régulièrement non plus. C'est juste quand il y a des relocalisations de cimetières ou quelque chose comme ça, ils sont obligés, là. Mais c'est comme comme tu disais, au niveau des Égyptiens, tout ça, eux autres, c'était fait pour durer, puis pour un éventuel retour à la vie, là, de leur... pharaon, puis tout ça. Hein? Aujourd'hui, l'objectif n'est plus le même, mais l'embaumement est aussi efficace. Oui, parce qu'il y avait les pharaons, quand il y avait beaucoup d'objets qui étaient avec. Exact. Quand ils retrouvent aujourd'hui les caveaux, là, c'est ça. Il y a plein de choses pour le voyage, puis il y a plein de choses pour le retour, puis toutes ces choses. Il y avait un autre objectif. Vers quelle année les services funéraires sont offerts dans les salons? On parle comme je vous disais tantôt, selon les régions, ça varie un peu, là, mais on parle pour ici à Thetford autour des années 40 environ, 30-40. Oui, mais ça ne s'est pas fait rapidement. Hein. Ça s'est fait progressivement que les gens sont venus à dire, regarde, on va exposer notre père à la résidence funéraire et non à la maison. Parce qu'au départ, les gens avaient cette perception que s'ils ne l'exposaient pas dans sa maison privée, dans son propre salon, c'était comme s'il voulait s'en débarrasser. Ça fait que c'était l'image un peu populaire. Là. Ça fait qu'il y a eu une résistance à ça.
jusque tard dans les années 50, même début 60. Par contre, le côté avantageux d'utiliser un salon funéraire, c'est que ça ne virait pas la maison complètement à l'envers. Et puis, il faut penser que souvent, beaucoup de gens passaient, été comme hiver, puis c'était de nourrir les gens aussi. Fait que les gens ont trouvé des avantages à utiliser une résidence funéraire. Oui, puis au fil des ans, les gens n'avaient pas toujours une propriété, ils n'étaient pas toujours propriétaires, des fois, ils étaient locataires aussi. C'est ça. Ça fait que là, tu avais encore moins d'espace pour exposer quelqu'un. Exactement. L'urbanisation, les villes, puis tout ça, à Montréal, tu n'imagines pas recevoir du monde d'un petit 4,5. Oui, ça ferait... Au troisième, c'est ça, justement, qui a développé ça, puis ça s'est répandu après ça dans les régions. Si on faisait un petit historique des maisons funéraires, Napoléon Hébert fut un des premiers entrepreneurs dans la région. Oui, ce qu'on me dit, moi, c'est que au départ, là, c'était un monsieur Lachance, ici, qui était, lui, simplement l'entrepreneur de pompes funèbres, mais c'est-à-dire qu'il n'embaumait pas. Hein, il s'occupait de transporter le défunt, de vendre le cercueil, avoir un corbillard, puis conduire le défunt à l'église, là, mais il ne pratiquait pas d'embaumement. C'était un monsieur Lavalière, Joseph Lavalière, qui venait de Windsor, ici, au Québec, qui a été le premier, il avait été suivre un cours aux États-Unis, et puis c'était le premier à pratiquer l'embaumement ici, à Thetford. M. Hébert par la suite, et M. Dussault dans le secteur Saint-Maurice, qui a été acheté par la suite son entreprise par M. Cloutier. Tu sais, ça s'est évolué comme ça. Mais le premier, là, selon ce qu'on en sait, le premier à pratiquer l'embaumement comme tel, c'était M. Lavalière. C'était M. Lavalière, un des premiers. Et puis, comme on disait, M. Hébert, tout ça, tu sais, chaque paroisse, un peu Saint-Maurice, Saint-Alphonse, c'était quasiment deux villes différentes. Fait qu'il y avait tous leurs services différents, y compris l'entrepreneur de pompes funèbres. Oui, parce que quand s'il y avait une funéraille, comment je dirais, grandiose, comme celle qu'il y a eu, là, les mineurs là, ils ont été à la mine, c'était à la mine belge, je pense, si je me souviens bien. Oui. Ça avait été moitié-moitié, je pense, là. Hein, me semble bien, le choix devait être laissé aux familles de choisir leur entrepreneur, mais effectivement, là, la maison Lavalière et Hébert avait été mise à contribution. Il y avait eu 6, je pense. 6, 7, oui. Il y avait eu personne, oui. C'était une tragédie pour la place. Ça avait été une tragédie, ça fait qu'il y avait eu À l'époque de Napoléon Hébert et de Joe Lavalière, dans ces années-là, quelle façon on transportait les défunts? Alors, au départ, c'était avec des voitures à chevaux, hein, avec l'avènement des véhicules automobiles. Et puis, par la suite, progressivement, ils sont venus avec des véhicules et tout ça. Et puis, on en a un, justement, au musée, qu'on parlera peut-être tantôt. On a créé un musée là, dans la maison Lavalière, ici, au centre-ville. Et puis, il utilisait c'était comme un panier d'osier. Hein? On s'imagine un peu quelque chose de bombé, là, puis comme un sarcophage, un petit peu le principe d'un sarcophage, et puis, mais tout en osier. Alors, avec un couvert, évidemment, amovible, tout ça. Fait que c'était ce contenant-là qui était utilisé là, pour le transport des défunts. On parlait aussi qu'il pourrait y avoir des charretiers aussi, mais les charretiers, je pense qu'ils étaient plus pour les familles. Oui, comme au départ, lorsque les véhicules ont commencé à être introduits un peu là, dans la population, alors c'est pas tout le monde qui avait une voiture. Fait que lors des funérailles, ils transportaient le corps dans le corbillard qui pouvait être automobile, mais les gens, eux autres, auraient été en calèche. Ça fait que là, ils faisaient appel à des messieurs qui avaient les premiers qui ont eu des voitures, des taxis, tout ça, pour transporter la famille. T'sais. Mais souvent, les directeurs funéraires, dans le temps aussi, il y avait des taxis aussi. Ils faisaient le service de taxi aussi, là, dans la ville. Oui, il y en a qui ont fait ce service-là. C'était pas partout, comme le service d'ambulance aussi. Ça, la plupart l'avaient. Le service de taxi, moins un peu. Ils faisaient appel déjà à des gars qui étaient leur gagne-pain, si tu veux, louer des taxis. Louer des taxis, on le voit souvent dans des vieilles factures là, qu'on a gardées encore au musée, là, que c'est marqué 2 taxis. 2 taxis. Fait que c'était loué. C'était plus service d'ambulance qu'il a fait. Oui. Les rites funéraires ont changé depuis une centaine d'années. Aujourd'hui, la plupart des maisons funéraires offrent toute une gamme de produits. Parlez-nous du genre de service qu'offre une maison funéraire aujourd'hui.
Alors, c'est évidemment depuis, je dirais, une trentaine d'années. Ça a évolué énormément. On parle, il y a dans les années fin 60, 70, là. Alors, c'était le même pattern, si on peut utiliser le mot, à peu près pour tout le monde. Okay, ouais. La personne décédait, était embaumée, était exposée, avait ses funérailles à l'église, puis allait au cimetière. Aujourd'hui, bien, ça a, comme plein d'autres choses, beaucoup changé. Alors, il y a encore cette façon traditionnelle de faire qui est encore prisée par beaucoup de familles. Par contre, il y a d'autres options, OK, qui vont de cette façon traditionnelle jusqu'à l'incinération immédiate du corps. Hein? Alors, que les personnes n'est pas exposées du tout, qu'elle est incinérée, et puis que la cérémonie, les rituels sont faits en présence des cendres. T'sais, selon les régions, c'est plus ou moins répandu. C'est une option. Mais entre ces deux extrémités-là, si on peut dire, alors il y a toute une possibilité. C'est les gens qui composent eux-mêmes, j'appelle ça, moi, le scénario des funérailles. Si les gens souhaitent revoir la personne, mais privément, juste la famille, avant qu'elle soit incinérée, c'est fait, ça peut être fait aussi. Les gens qui souhaitent recevoir les sympathies en présence du défunt, et puis par la suite vont soit à l'église ou pour une liturgie de la parole au salon, et puis que la personne est incinérée ensuite. Il y a toutes sortes de possibilités qui s'offrent aux familles. C'est plus juste un moule, puis tu vas dans ça. Okay. Alors, il y a vraiment toute une possibilité, puis souvent, les gens l'apprennent lorsqu'ils viennent nous rencontrer, parce que on ne pensait pas qu'on pouvait faire ça comme ça. T'sais. Alors, la liberté est laissée aux gens de monter eux-mêmes leur scénario, puis nous autres, on est là pour leur aider à le réaliser. On peut parler de liturgie de la parole. C'est de plus en plus populaire, la liturgie de la parole. Oui. C'est quelque chose, pour ici, là, en tout cas localement, nous autres, que depuis 3 ans, ça a changé d'une façon énorme. Il y a beaucoup de demandes pour des liturgies au salon. Alors, c'est certain que c'est toute une autre forme, hein? Tout le faste, si on veut, de l'ambiance d'une grande église, puis avec les cérémoniales qui, quand même, sont restés sensiblement les mêmes là, hein, depuis une trentaine d'années. Toute cette façon-là est fort appréciée encore par beaucoup de gens parce qu'il y a les chants liturgiques et tout ça. Il y a des chants qui donnent une signification, des gestes qui sont posés, qui rejoignent l'attente des gens. Par contre, tu as d'autres gens qui se retrouvent dans une cérémonie beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, moins élaborée, avec moins de déploiement, moins de faste. Et puis, dans une intimité. Hein? C'est sûr que, quand le mot le dit, une chapelle versus un salon, une église, c'est différent. Hein? L'intimité, une intimité qui est créée. Là. Ça fait que... Alors, les gens ont la possibilité, encore là, comme on disait tantôt, de choisir, hein, ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. C'est sûr, quand c'est quelqu'un qui est connu publiquement, on va aller plus vers un petit peu plus vers le traditionnel, parce qu'on l'attend des gens, là... Ben oui, puis on le voit d'ailleurs, hein, avec des personnalités, les dernières funérailles là, de gens connus qu'il y a eu cette année, entre autres. Les gens utilisent l'Église, puis parfois même pour faire une simple cérémonie hommage. Ouais. Alors, c'est des choses qui sont possibles, ça, là, aussi, tu sais, parce que l'Église se prête bien, comme tu dis, à une grande assistance, tu sais. Parce que c'est sûr qu'une chapelle, ça demeure intime, tu sais, ça peut être 150, 200 places, tu sais, mais c'est pas une église, hein, qu'on parle de nos églises à 800, autour de 800 places, tu sais, minimum. C'est ça. Mais comme c'est sûr, la liturgie de la parole a des conséquences un peu par rapport à les fermetures des églises qu'il y a eu dans la région aussi, là. Il y a des gens, à un moment donné, peut-être qui habitaient dans une paroisse, que l'église est maintenant fermée. C'est tous des éléments qui ont un impact. Ouais. Mais je dirais que ce processus-là a commencé avant même. On voyait qu'il y avait déjà une tendance, parce que dans les grandes villes, c'est développé depuis une dizaine d'années au-delà. Alors ça s'est répandu dans nos régions. Puis les gens aiment ça. C'est de voir vraiment les besoins de chacun. OK, oui. Ouais, c'est ça. Puis vous n'avez pas le choix, vous autres, dans votre domaine, de vous ajuster à ces choses-là. Ben non. Parce que si vous n'ajustez pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire si vous ne le faites pas. Puis on est là pour répondre aux besoins des gens, pour leur aider, comme on disait, à préparer un scénario, à préparer un hommage, à préparer des
une cérémonie ou quelque chose qui marque la fin de la vie de la personne qui aimait. Vous êtes ajusté, les églises ont dû s'ajuster aussi, parce que là, c'est plus c'est plus la façon dont ça procède, là, Exactement. Étant donné qu'il y a des liturgies de la parole. C'est ça. Même des fois, ça doit arriver peut-être qu'il y a un prêtre qui va faire, il peut faire peut-être les selon liturgies de la parole. Selon les endroits. Ici, puis... c'est beaucoup un diacre ou un agent pastoral qui fait les cérémonies, mais selon les endroits, il y a des prêtres. Parce que, là, en fin de compte, la différence entre la liturgie de la parole puis les funérailles traditionnelles à l'Église, c'est quand on arrive là, pour le côté d'immesse, là, un peu, l'Eucharistie, toutes ces choses-là. C'est sûr, il n'y a pas normalement d'Eucharistie lors d'une liturgie de la parole au salon. Et puis, il y a cette partie-là, mais tout le côté élaboré qu'on peut penser d'une funéraille à l'Église versus quelque chose de beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. Surtout comme il y avait dans les années 50, les années 40, qu'on couvrait les fenêtres des églises, tout dépendant de l'importance de la personne. Là. Plus la personne est importante dans le village, plus il y avait des il y avait des classes, première classe, tout ça. Aujourd'hui, ça a tout été aboli, ces choses-là. Ça rejoignait peut-être des choses de cette époque-là, mais aujourd'hui, le funérail à l'Église est encore bien significatif. Oui. On dit souvent, la personne qui a vécu des étapes, toutes les étapes de sa vie, baptême, mariage, souvent le 50e anniversaire à l'Église, puis une personne qui fréquentait, c'est significatif encore pour elle. Je pense que c'est important qu'il y ait les deux, parce que les funérailles à l'Église ont encore leur valeur, réellement, mais c'est à chacun de trouver son parti. Même si la pratique religieuse est moins forte qu'elle était avant, les gens aiment encore aller avoir le funérail à l'Église. Oui, puis ils trouvent, souvent, des gens vont trouver quelque chose dans ça. Ils s'attendent. Tout d'un coup, ils ont un ami, et ils se retrouvent à l'Église, puis ils peuvent aller chercher quelque chose. C'est important de voir qu'il y a une valeur encore là, dans la cérémonie traditionnelle religieuse à l'Église. Mais c'est à chacun de trouver où il est à l'aise. Si on parlait, on a assez de temps, on pourrait peut-être parler du musée qui est situé pas loin d'ici. Là. Oui. Alors, c'est ça, la maison Lavalière, comme je disais, ça date des années 20 environ. Et puis, il avait accumulé beaucoup d'objets relatifs à l'entreprise funéraire, qu'on parle de décor, comme on parlait tantôt, même un traîneau qu'il avait conservé lorsqu'il allait chercher les personnes à l'extérieur, avant l'avènement de la voiture automobile. Alors, on a tout conservé ces choses-là, beaucoup de photos. J'ai bonifié l'exposition par des revues sur les funérailles des célébrités, puis tout ça. Okay. Alors, on a quelque chose d'intéressant. Je pense à chaque fois qu'on fait une visite, encore la semaine dernière, j'ai fait effectuer une visite pour un groupe, puis, je me dis tout le temps, les gens, ils vont trouver ça, c'est assez triste comme... triste, en tout cas. Morbide, peut-être pas, mais en tout cas, c'est pas gay. Et puis, mais je reste surpris, les questions que les gens posent sont intéressées. Et puis, c'est un milieu qui a été tellement longtemps à rideau fermé qu'aujourd'hui, tu ouvres le rideau, puis les gens ont des questions, sont intéressés à savoir qu'est-ce qui se passait autrefois, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, je pense que c'est intéressant. Puis, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer parce que j'avais la chance d'avoir ces objets-là et puis de les disposer sous forme de tableaux, différents thèmes. Et puis, est-ce que tu peux nous en parler un peu des différentes façons que tu as aménagées? On a aménagé une section pour, lorsque, comme je vous le racontais tantôt, que les gens étaient exposés dans leur maison. Alors, on a tout reconstitué un décor comme ça pour démontrer comment c'était à l'époque. Après ça, on a un coin qui représente le bureau, si on veut, du directeur funéraire. Alors qu'on passe au téléphone ancien, là, avec le cornet, puis les livres d'époque, qui inscrivaient tout le nom des défunts, tout ça. Et puis la lampe à l'huile, les costumes d'époque, on savait, le chapeau de forme, le manteau long, noir, puis la petite boucle. Puis, alors, on a des mannequins avec ces costumes-là du directeur de funérailles à travers les époques.
Ensuite, on a recréé un coin pour les services ambulanciers, parce que comme on disait tantôt, toutes les entreprises funéraires, ou presque, offraient le service d'ambulance. Fait qu'on a recréé un petit coin avec ça, avec des photos, les équipements quand même de base qu'il y avait à l'époque. Tu sais. On a installé aussi ces choses-là. Un coin, évidemment, pour la préparation du corps, pour l'embaumement, avec les différents produits, les différents instruments utilisés, un peu une salle d'opération, si on veut, d'époque. Et alors, c'est ça, il y a plein de tableaux comme ça. C'est réellement une chance qu'on a eue de pouvoir avoir ces objets-là, parce qu'en faire l'acquisition pièce par pièce, oh là là, ça serait difficile, puis ça serait coûteux. Mais tu as réussi à trouver des pièces un peu partout, je pense aussi, là, des chaises, des chaises pliantes. J'avais vu à un moment donné. Il y avait une belle trouvaille à un moment donné dans une vente de garage où un monsieur qui avait une chaise pliante, puis c'était marqué J. Lavalière sur le dossier, parce que quand on disait tantôt qu'il exposait les personnes dans leur maison privée, dans leur salon, alors l'entrepreneur funéraire, lui, il pouvait apporter 40-50 chaises pliantes pour accommoder la famille, pour asseoir le monde qui venait au corps, comme il appelait. Alors, j'ai réussi à retrouver une de ces chaises avec l'inscription parce qu'ils identifiaient leurs chaises, évidemment, pour pouvoir les récupérer puis tout ça. Alors, ça, c'est des petites anecdotes. C'est intéressant. Puis, avec les nouveaux moyens aujourd'hui, eBay, puis tout l'Internet, on a moyen d'aller chercher des morceaux manquants. Là, je dirais qu'à chaque année, là, je réussis à aller chercher une dizaine de morceaux nouveaux pour venir bonifier cette exposition. Oui, parce que tu as aussi, j'ai vu, les gens pouvaient louer un habit aussi, là, parce que j'avais vu un genre de les costumes, parce que oui, il faut bien s'entendre, c'était pas loué. C'est que les personnes qui n'avaient pas, mettons, un vêtement adapté, puis on l'a encore aujourd'hui, on offre des vêtements à vendre. Okay. Alors, c'est la personne qui n'a pas le vêtement adapté pour les circonstances, bon, bien, on lui vend un vêtement, on lui met, mais il lui reste, c'est pas loué. Okay. Mais à l'époque, il faisait aussi, il offrait ce service-là. Alors, on a deux types de vêtements comme ça, un complet pour monsieur, là, avec le papillon, comme on disait tantôt, là. Et puis un autre vêtement plus sobre aussi. Il y en a resté deux qu'on peut dire d'époque de ces choses-là. Il y avait aussi, j'ai vu une vitre sur un cercueil aussi. Oui. Dans quelles circonstances on pouvait mettre une vitre sur... Oui, disons que les cercueils, là, comme tu disais tantôt, il y avait des catégories, et puis tout ça. Et puis les cercueils les plus élaborés avaient une vitre qui venait sceller en même temps le cercueil. C'était pas le couvert, si on veut, qui scellait, mais c'était la vitre sur le contenant qui venait faire un scellé. T'sais. Alors, c'était les cercueils les plus élaborés qui étaient munis d'une vitre comme ça. Alors, on a la chance, c'est le plus gros morceau, je dirais, qu'on a, là, un cercueil qui date des années 40, qui était un cercueil pour les notables puis les monseigneurs à l'époque. Ça fait qu'on a la chance de l'avoir conservé. Ah, c'est très... Ah oui, comme je te dis, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que je m'intéresse beaucoup au patrimoine, tu sais, comme au niveau de la société d'archives, tout ça. Je m'implique beaucoup là-dedans. Et puis les photos, tu sais, c'est toujours... J'étais à l'affût, moi, de photos de la région ou concernant nos services à nous autres, tu sais, que ce soit des funérailles d'époque ou tout ça. Oui, avec les corbillards tirés par des chevaux. Tirés par des chevaux ou des choses plus récentes avec les véhicules. Pour nous autres, ça nous permet de reconstituer l'histoire, tu sais, l'évolution un peu de ces choses-là. Je vous lance un appel. Des fois, s'il y a des gens qui prennent l'émission puis qui ont de ces photos de leurs ancêtres, grands-parents, tout ça, qui illustrent les voitures ou les cérémonies entourant les funérailles, ça me fera plaisir. On fait simplement les reproduire. Et puis moi, j'en garde une copie, puis j'en laisse une copie aussi à la Société des archives au Cégep, de façon à conserver, parce que c'est une forme de patrimoine, d'histoire locale. Je vous remercie beaucoup, M. Gamache. C'était très intéressant. Si les gens sont intéressés à aller voir votre musée, ils ont juste à communiquer avec vous. Oui, on fait des visites sur rendez-vous, puis on projette là, une porte ouverte à nouveau là, pour l'automne. Merci beaucoup de votre visite. C'est tout pour cette semaine. Revenez-vous la semaine prochaine pour une autre page d'histoire.